Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue à cette conférence organisée par l'UVMA et par Mobilité Piétonne. Donc, je m'appelle Patrick Vera, je suis le co-directeur de l'UVMA. Si vous ne le savez pas encore, donc l'UVMA est une plateforme, un centre de recherche de l'Université de Lausanne, et on s'intéresse au vélo, mais de manière plus générale aux mobilités actives. Et puis, ce semestre, on a le plaisir de co-organiser un cycle de conférences sur les espaces publics. Et puis, donc, on le co-organise avec Mobilité Piétonne. Et je laisse tout de suite la parole à Jenny Lebas, qui est chef de projet chez Mobilité Piétonne, pour nous présenter la conférence du jour. Merci, bonjour et bienvenue aussi de ma part pour ce troisième webinaire consacré à la marche. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Florence Schmoll, qui est responsable du département de l'urbanisme de la ville de Bienne depuis 2015 et qui y travaillait déjà pendant une dizaine d'années auparavant. Donc, une fine connaisseuse de la ville de Bienne. Vous avez une formation d'ingénieur en environnement de l'EPFL avec une orientation sur l'aménagement du territoire et l'écologie. Et c'est justement deux domaines dont on va parler, je suppose, puisque vous allez nous présenter aujourd'hui le réaménagement de l'île de la Suze, que vous avez pu accompagner sur toute sa durée, ce qui n'est pas rien, puisque c'était plus d'une dizaine d'années, de la planification au niveau du plan de zone jusqu'à la réalisation qu'on voit maintenant sur l'écran. C'est un travail de longue haleine dont on peut profiter aujourd'hui et puis qui a été récompensé notamment par le prix du Flâneur d'Or en 2017. C'est un prix qui met en avant tous les 3 ans des aménagements exemplaires au niveau de la marche. Et un des points qui avait été soulevé par le jury, entre autres, c'était l'habilité de ce projet au niveau du parcellaire, d'avoir pu redistribuer les terrains pour créer vraiment un grand parc et des liaisons continues. Et puis, c'est aussi, on le voit dans le titre de planification intégrée, le fait d'avoir pu combiner beaucoup d'enjeux urbains, la mobilité à pied et en vélo, les espaces publics pour le quartier, mais aussi des questions de nature, justement, d'écologie, au niveau de la végétation et au niveau de la Suze. Je suis bien placée pour vous parler de ce qu'avait dit le jury, puisque c'est Mobilité Piétonne qui octroie ce prix tous les 3 ans. Et puis, il y aura d'ailleurs une nouvelle série de projets documentés à partir du mois d'octobre sur la plateforme du Flâneur d'Or. Alors, sans plus attendre, je vous passe la parole pour 30 à 40 minutes et puis il y aura comme à chaque fois la possibilité d'échanger à la fin. Florence Schmoll, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et puis racontez-nous alors comment le projet de l'île de la Suze a été possible et puis qu'est-ce qu'il nous offre aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour l'accueil déjà et bienvenue à vous tous. Effectivement, je vais essayer de vous présenter, vous donner un aperçu de tout le processus qui nous a conduit à réaliser ce parc public de l'île de la Suze, qui est aussi un morceau de chemin pour les mobilités douces, un morceau de chemin pour les piétons et les vélos au cœur, au centre de la ville, au centre géographique de la ville, si on peut dire. Donc ici, tout d'abord, un aperçu de où on se trouve. Vous voyez que la ville de Bienne, c'est une ville qui est très étendue d'est en ouest, pratiquement, en fait, entre le bord du lac et une zone industrielle tout à l'est de la ville. Et puis qui, en fait, a sa forme qui est liée à la présence du Jura au nord et puis à la présence de collines qu'on voit ici sur le plan en vert foncé plus au sud. Donc, elle est disons, très influencée par la topographie locale. Et puis peut-être avant d'entrer dans le projet, quelques mots sur la particularité de la dimension des infrastructures ferroviaires à Bienne. Vous voyez la gare dans le secteur ici proche du lac et du centre-ville. Et puis cette structure ferroviaire qui part d'une part vers l'est, vers Soleure, d'autre part vers le sud, vers Berne, et avec une grande infrastructure ici tout au milieu, au centre géographique quasiment de la ville, qui est en fait une gare de marchandises, qui est encore aujourd'hui utilisée comme gare de marchandises et puis pour l'entretien des trains. Et vous voyez que notre périmètre de planification se trouve tout proche de cet espace industriel et ferroviaire. Notre zone, ici c'est une photo historique, un plan d'époque avec les premiers lotissements qui se sont développés dans le secteur qui nous intéresse ce matin. Donc vous voyez ici sur le plan en bleu
les premières infrastructures industrielles qui se sont construites le long d'eau qui s'appelle la Suze. Donc, vous m'entendrez aujourd'hui parler beaucoup de la Suze. Je ne parle pas d'apéritif, je parle bien de ce cours d'eau qui descend du Jura bernois vers le lac de Bienne et qui traverse toute la ville d'est en ouest. Et au cours du temps, des infrastructures ou des usines, tout simplement, se sont implantées le long de ce cours d'eau pour bien sûr profiter de l'élément comme prise énergétique. En même temps, on voit ici sur ce plan en rouge un développement qui se fait le long de l'axe nord qu'on appelle, ça reste aujourd'hui encore un des axes principaux de la ville qui relie le centre-ville ou la vieille ville, comme vous le voyez ici sur la carte, un peu plus vers la gauche du plan, avec le centre du quartier aujourd'hui de Bougeant qui à l'époque était un village indépendant. Donc Bienne est une commune fusionnée en 1920 avec plusieurs petites communes qui sont aujourd'hui des quartiers, dont notamment le quartier de Bougeant, d'où viennent les développements le long de cet axe en rouge. Et puis en jaune, c'est un développement urbain qui se fait depuis le centre-ville, de l'époque des fondateurs, et qui vient en fait depuis le centre-ville qui se développe vers l'est, où il y avait encore des terrains libres. Et puis en violet, une autre influence, c'est en fait des lotissements coopératifs qui ont un jour été construits vraiment au milieu des champs, entre guillemets, ou même sans guillemets à l'époque. Donc on avait encore des espaces totalement non construits et là sont venus s'implanter des coopératives. C'était souvent des entreprises qui mettaient à disposition du logement pour leurs collaborateurs un peu au milieu des champs. Et l'autre périmètre de planification, il est au fond à la jointure de ces quatre influences historiques, de ces quatre lignes de développement historique. Et vous voyez au centre, on a des espaces libres. Et ces espaces libres sont en fait aujourd'hui encore relativement libres, mais dédiés bien sûr plus à des champs, mais à des infrastructures sportives. Ici, on retrouve plus ou moins la même vue avec justement ces grands espaces de sport complètement libres de construction, pratiquement libres de construction, qui sont le reflet ou la traduction de cette jointure des différents développements. Dans ce secteur que vous voyez maintenant en rouge et qui s'appelle gentiment nommé dans nos milieux de planification un pôle de développement économique de la Gurtselon, on a ici eu une volonté de planification déjà depuis la fin des années 90 de dire ok, c'est un secteur qui à terme est dédié à faire autre chose ou à accueillir plus de logements, d'autres affectations que strictement ce pourquoi elle est allouée aujourd'hui. Ce que vous voyez dans le périmètre, c'est d'une part dans la partie nord, l'ancien stade de football de Bienne, avec deux terrains adjacents qui servent d'une part l'un à l'entraînement, donc du football, qui est directement lié au stade de foot, et puis au nord de cette structure, donc tout au nord du périmètre, une piste d'athlétisme et puis un bâtiment scolaire, en fait, que vous devinez peut-être. Donc ça, c'est les infrastructures d'une école qui existe, qui s'appelle l'école de la Champagne. Dans le même périmètre, un peu sur la gauche, ou respectivement un peu plus à l'ouest, on a une place en gravier. C'est une place, effectivement, un peu un genre de terrain vague, mais qui servait de place de stationnement pour le terrain de la Gurtselon. Tout ce secteur-là fait actuellement l'objet de planification. Aujourd'hui, si on va sur le terrain, ça ressemble encore assez exactement à ça, si ce n'est qu'on a une affectation intermédiaire dans tout le périmètre du stade. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt le périmètre au sud, à savoir ce que nous, on appelle gentiment l'Erdigax, qui est du nom de l'entreprise de jardinerie qui avait les serres que vous voyez au centre de l'image et au centre de notre périmètre ici. Dans ce secteur, on avait depuis déjà longtemps un peu l'intuition ou l'ambition plutôt de développer probablement du logement, notamment sur tout ce périmètre où on a ces anciennes serres. Peut-être que je dois faire une petite parenthèse sur ces serres. Il faut savoir qu'en 2006-2007, au moment où tout le projet dont je vais vous parler a démarré, ces serres étaient déjà depuis longtemps désaffectées. Donc, toute la parcelle où il y a ces bâtiments était dédiée à une jardinerie, mais les jardineries ayant passablement évolué dans le temps, c'était devenu ce qu'on appelle aujourd'hui communément en mauvais français un garden. Ça veut dire un centre où on peut acheter des produits destinés au jardinage et des plantes, mais où il n'y a plus de production. Donc, il y avait un grand terrain qui était recouvert de serres, mais qui n'était complètement vide, en fait. Et puis, plus
plus ici à l'est, on a 2 terrains de foot et des espaces de tennis. Donc, c'était des surfaces qui appartenaient à la ville de Bienne, qui appartenaient à la ville de Bienne et qui étaient utilisées comme surface sportive. Puis, encore tout au bout à l'est, on a ici, on devine, un parc public d'une petite envergure, mais néanmoins quand même intéressant, qui était entouré d'eau, tant au nord qu'au sud, et qui s'appelait l'île du Moulin. Et je vous le montrerai encore plus tard, vous verrez que cette île du Moulin était un peu dans un état qui nécessitait aussi de se pencher sur la question. Maintenant, je dois faire le pendant tout au sud ou tout à l'ouest, pardon. Donc, de l'autre côté du périmètre, on a cette grande surface avec beaucoup de stationnements et des bâtiments industriels. C'est l'aire dite Omega. Donc, c'est effectivement l'entreprise Omega, donc l'entreprise horlogère, qui a ici à la fois des sites de production et d'administration. Donc, c'est le centre de production de Omega en Suisse. Et ils travaillent sur cette endroit. Ça, c'est un peu pour vous dresser le portrait de ce qu'on avait tout au début. Ici, on est en 2007. Le secteur ressemblait à ça. Et puis, à ce moment-là, par un concours de circonstances, je vais dire heureux, les propriétaires de cette ancienne jardinerie ont commencé à s'interroger sur le devenir de leur terrain et ont approché le département de l'urbanisme voulant développer ces terrains. Et ils avaient déjà un avant-projet qui prévoyait le développement, la réalisation de lotissements d'habitation. C'était en fait une caisse de pension et eux, ils ont un intérêt à investir pour pouvoir ensuite tirer les rendements nécessaires à la couverture des primes qu'ils versent à leurs membres. Et c'était pour eux un objet d'investissement. Puis plus ou moins en même temps, on a eu le groupe Swatch. Donc le groupe Swatch qui regroupe notamment la marque Swatch, mais aussi la marque Omega, qui a approché la ville de Bienne en disant qu'ils aimeraient réaliser un nouveau site représentatif pour la marque Swatch. Et que ce site représentatif pour la marque Swatch devrait idéalement être très proche ou à côté du site Omega. Donc, il était relativement clair dans le propos que le groupe Swatch, avec leur entreprise Omega, donc ici à l'ouest du périmètre, visait clairement les parcelles du privé de cette caisse de pension pour étendre leur domaine, mais n'avait aucun droit là-dessus. Ceci étant, on est rentré dans un processus de négociation et de planification que je peux peut-être essayer de vous résumer avec ce tableau, où on avait pour objectif, d'une part, de permettre une densification du secteur global, une densification des usages du secteur pour permettre à la fois la réalisation des lotissements ou des habitations que souhaitait réaliser la caisse de pension, permettre aussi la réalisation des surfaces nécessaires à la création du site Swatch, et puis s'inscrire dans les objectifs globaux de l'aménagement du territoire qui visent évidemment à concentrer le bâti dans les centres où on a déjà une bonne desserte, où on a une proximité avec les services, avec les places de travail, pour éviter, comme vous le savez tous, le mitage du territoire. Donc, deuxième objectif, il y avait la nécessité de restructurer l'ensemble du périmètre dans lequel on voulait intervenir. On se rendait bien compte que ces serres, cet espace relativement en attente, aussi les espaces de sport, qui étaient des espaces qu'on savait provisoirement dédiés au sport, mais qui n'étaient pas une vocation obligatoirement à long terme. Il y avait donc besoin de repenser comment on structure l'ensemble, de valoriser le tout pour permettre une grande qualité de vie, essayer d'améliorer la qualité aussi d'usage pour tous les utilisateurs du territoire et pas seulement pour les gens qui sont propriétaires. Et cette volonté de mixité fonctionnelle notamment très typique de Bienne, qui connaît de par son histoire de ville horlogère et des ateliers de l'horlogerie qui s'intègrent très très bien dans les quartiers d'habitation, une grande mixité fonctionnelle déjà aujourd'hui et qui tente de la maintenir autant que possible. Et vous voyez qu'on a 4 autres colonnes de part et d'autre de ces objectifs qui montrent un peu les leviers d'action sur lesquels on a voulu ou on a pu intervenir. Donc, d'une part, il y a la question foncière, qui est notamment un remaniement parcellaire pour redistribuer les propriétés. J'y reviens tout à l'heure. Il y a le levier de planification. Donc là, c'est vraiment le domaine dans lequel, comme urbaniste, j'ai mon terrain de jeu, si je peux dire. C'est vraiment ce domaine-là dans lequel on fait des plans de jaune, on fait des conceptions globales, on pose un peu les orientations vers lesquelles on veut se diriger. Et puis ensuite, il y a toute la partie aussi d'équipement public,
avec notamment ce parc de l'île de la Suze sur lequel je reviens, et puis la partie construction plus privée, les lotissements, qui c'est qui porte le projet, comment on peut amener les qualités. Il faut une bonne combinaison de l'ensemble des intervenants, de l'ensemble des partenaires, des acteurs et de l'ensemble des thématiques pour réussir à manager un projet global comme celui que j'ai eu la chance d'accompagner ici. Donc, je reviens un peu sur ma petite histoire. Donc, je vous disais, soit je veux construire, la fondation de prévoyance construire, la ville de Bienne, depuis longtemps, avait un peu l'idée de pouvoir faire quelque chose sur ces terrains au bord de la Suze. Et puis, on a dû réfléchir à une image directrice qui pouvait porter l'ensemble du projet. Ceci s'est fait, comme on le fait très souvent, via un mandat d'études parallèle. On a invité plusieurs équipes interdisciplinaires à se pencher sur la question de comment on pouvait combiner les souhaits des uns et des autres. Donc, l'image que vous avez maintenant à l'écran, c'est au fond le rendu du team qui a gagné ce mandat d'études parallèle et qui prévoyait au fond de déplacer le lotissement d'habitation plus à l'est et de le concentrer le long de l'axe routier que vous voyez ici juste au nord, qui s'appelle la rue Stempfli. Donc, de concentrer l'habitat et tous les bâtiments le long de l'axe au nord pour pouvoir libérer un maximum de surface le long de la Suze, donc le long du cours d'eau plus au sud. Et c'est à ce moment-là, au moment de ce mandat d'études parallèle de 2008, qui est apparu pour la première fois cette idée de créer une île. Jusque-là, c'était, comme vous l'avez vu sur la photo, c'était donc un terrain complètement continu jusqu'au bord de la Suze. Et là, on a eu cette idée de faire une île, ce qui permettait de créer une césure à la fois très claire et peu dérangeante, sans faire des barrières énormes ou des choses trop dures entre le privé et le parc public, ce qui nous paraissait important, surtout vis-à-vis de Swatch, puisqu'on le sait que c'est ce genre d'entreprise, ils ont effectivement une clôture tout autour, ils doivent garantir qu'il n'y ait pas de pénétration d'externe dans leur aire. Et donc, on arrivait avec cette idée de cette île, d'une part, à donner un caractère très particulier au parc public qui allait pouvoir se développer dessus, avec une identité propre, avec cette idée de travailler avec l'eau, et puis d'autre part, qui permettait de créer cette césure à la fois souple et claire entre la partie publique et la partie privée. Donc, cette planification d'ensemble, elle a fait l'objet de tout le spectre des planifications en termes d'instruments. On a fait une modification du plan de zone, après quoi on a fait des plans de quartier. Ici, vous voyez une image qu'on avait fait réaliser pour montrer un peu ce que pouvait devenir ce secteur lorsqu'on a été en votation populaire pour la planification de zone. En parallèle avec tout cet effort de planification dont je vous passe les détails, un remaniement parcellaire a été nécessaire. Vous le voyez ici à l'écran, donc en haut à gauche, la situation tout au départ. En bleu, vous avez le terrain qui appartenait au groupe Swatch, plus précisément à Omega. En vert, c'est les terrains qui appartenaient à la Fondation de prévoyance. Et en rouge, les terrains qui étaient en main de la ville de Bienne. Et ensuite, en deux étapes successives, disons mais parallèlement, on a tout d'abord eu cette concentration. Donc ça, c'est justement le jeu, l'imbrication des deux instruments à la fois foncier et planification. Donc on a, au niveau de la planification, concentré les densités le long de la route. Et ça, vous le voyez sur l'image numéro 2 sur la droite de l'écran, où on devine déjà cette image ou cette ligne ondulante qui marque le bord de l'île. Et on a concentré les densités vers le côté route, et ça a permis de faire un échange avec la Fondation de prévoyance en disant « Ok, on vous redonne exactement, mais respectivement, un peu plus de densité que ce que vous avez maintenant, mais moins de surface, donc vous ne perdez pas de valeur, au contraire, vous en gagnez, vous avez encore un peu plus de mètres carrés constructibles, et vous perdez du terrain extérieur que nous, on récupère pour faire un parc public dont vous profiterez également. » C'était le premier round d'échange. Et dans un deuxième tour, on arrive à la situation que vous voyez en bas de l'écran, ou respectivement avec le petit numéro 3, où la ville de Bienne a ensuite vendu le terrain acquis dans la partie ouest de l'Air Gigax au groupe Swatch pour y réaliser son site pour la marque Swatch.
Et bon, vous voyez qu'en même temps, on a un peu amélioré, redressé les rues et pour créer un carrefour orthogonal, mais ça, c'est un peu anecdotique. Par contre, ce qui est moins anecdotique, c'est que dans le même round, on a pu négocier un droit de passage sur le périmètre de l'Air Oméga. Donc, vous voyez que c'est un terrain entièrement privé dès le début. À la fin, ça reste en main de Oméga, ça reste bleu. Et au fond, il n'y avait pas de passage du tout le long de ce terrain, le long de la Suze. Et au fond, dans le cadre de tous ces réaménagements, il y a aussi eu la possibilité de négocier un droit de passage le long de la Suze, sur l'Air Oméga, sur terrain privé, qui nous a permis, je vous le montre tout à l'heure, de prolonger ensuite le chemin de rive, qui est les axes principaux pour le piéton et les vélos, les piétons et les vélos, pardon, au niveau de la desserte longitudinale de la ville de Bienne. Donc, avec ces deux plans, vous comprenez qu'on a un peu ce travail sur le plan foncier et planification, donc vraiment très, très, très étroitement coordonné, qui a permis, on le voit très bien sur la forme du parcellaire ici à l'écran, à la fois d'avoir, sur la base d'une vision directrice, de créer redistribution des propriétés et une redistribution des potentiels constructibles, qui a libéré au fond ces 20 100 mètres carrés au sud pour réaliser l'île de la Suze. Ici, vous voyez une image des lotissements, mais je crois j'y reviens tout à l'heure. Donc ça, c'est réalisé dans l'intervalle. Ici, c'était assez neuf, l'île de la Suze, et vous voyez ce qui est devenu toute cette planification. Donc en une dizaine d'années, l'ensemble a été planifié et puis c'est aussi réalisé. Donc la planification, vous avez vu avant, le mandat d'études 2008, les bâtiments ici, ils ont été finis en 2018. On a assez exactement dans 10 ans. Ce qui est peut-être, je fais une petite parenthèse sur les bâtiments, intéressant de voir, c'est qu'on a ici quelque chose qui est très proche de ce qui était dans le mandat d'études parallèle au niveau de la volumétrie, de la manière dont les bâtiments réagissent. C'est l'idée d'avoir des bâtiments ponctuels qui ont 4 logements par étage et avec chaque fois dans les coins des points de fuite. On n'a jamais, depuis les espaces de terrasse et de séjour, une vue sur une façade directement, mais on a toujours des perspectives et des ouvertures entre les bâtiments. C'est resté exactement comme dans le mandat d'études. On a diminué, évidemment, pas évidemment, mais un petit peu le nombre de bâtiments par rapport à la vision initiale. Et puis, on avait aussi déjà dans le mandat d'études cette idée d'avoir des volumes qui ne sont pas tous à la même hauteur, qui donnent un certain mouvement dans le lotissement. Donc, on a eu une légère simplification, comme c'est souvent le cas dans les projets, mais au fond, on est très fidèle à l'idée de départ. Il n'y a pas de véhicules en surface. En 2010, c'était déjà une assez grande avancée de dire tous les véhicules en souterrain, mais en souterrain, il y a effectivement un très grand parking, donc ce n'est pas non plus un lotissement sans voiture. Mais entre les bâtiments, c'est des espaces complètement libres de véhicules et dédiés en fait aux habitants à pied ou à vélo. Derrière le grand bâtiment en forme de, certains diront serpent, d'autres dragon, d'autres inventeront encore d'autres choses. Ça, c'est le bâtiment représentatif de Swatch. On le verra encore sur d'autres images, je pense, tout à l'heure. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et qui est vraiment très, très, très particulier. Ce qu'on voit bien sur cette image qui date du tout début de l'île de la Suze, où il n'y a encore pas beaucoup de végétation. Vous voyez la Suze, côté gauche de la photo, et puis sur la droite, vers les lotissements, on voit le petit canal qui a été prolongé pour permettre cette création d'une île. Yes. Alors, je voulais encore juste ici, finalement, sur cette image, revenir sur la question des espaces publics pour vous montrer en haut, vous aviez la situation, disons, en 2018, avec tout à l'est du périmètre en vert foncé, cet espace qui était déjà un parc. Et puis ensuite, on avait des jardins familiaux, un peu ce qu'on appelle jardins familiaux, partagés en vert moyen, et puis ces espaces de sport. Et puis tout le reste des surfaces sportives, etc., était plus au nord, dans le secteur nord de la Courte-Solane. Et en bas, vous avez la planification. On voit déjà, c'est la planification de zone avant qu'on ait commencé, qu'il y avait déjà cette idée de créer quelque chose le long de la Suze, de pouvoir amener cette perméabilité tout au long de la Suze pour le public. Mais ce n'était pas encore trop concrétisé. Et ensuite, vous voyez ce à quoi on a pu arriver. Ici, j'ai marqué en 2016, c'était pendant la planification de l'île de la Suze elle-même. J'y reviens tout de suite. Donc, on a vraiment pu, grâce à cette double action foncière et planification, créer une densité qui permettait vraiment de libérer l'espace public au bord de la Suze, ce que je pense être un très grand atout.
Donc, avec ça, on a pu vraiment donner aussi l'espace libre nécessaire à la densification, parce que densifier, c'est bien, mais il faut aussi avoir des zones après qui permettent de respirer et qui donnent un souffle dans la ville et dans les quartiers. Ici, c'est juste une petite vue. Je vous laisse juste voir un peu les photos. C'est toutes des images de concours et de mandats d'études qui ont été développés parallèlement par après. La principale, c'est la rue Stemfli, qui est juste au nord de notre périmètre de réflexion maintenant et qui a aussi été complètement réaménagée. En haut, vous avez des visualisations de l'île de la Suze, la visualisation des chemins ou respectivement de la route au-dessous du bâtiment Swatch qui passe par-dessus la voie publique. Et puis tout en bas, encore une image d'un concours pour une place publique qui est encore en attente de trouver la force, le financement et l'énergie pour la mise en œuvre. Ceci c'est un transparent que j'aime bien montrer aussi, notamment quand je m'adresse à des personnes des milieux plus politiques, parce que je trouve qu'il est important de aussi communiquer que fixer les conditions cadres et promouvoir des lotissements privés, c'est une très bonne chose. De le faire avec qualité, c'est encore mieux, bien sûr, mais que ça nécessite quand même de réels investissements, des investissements importants de la main publique, si on veut suivre ensuite avec les investissements publics. Voilà, et puis maintenant, sur ce, j'aimerais vous présenter l'île de la Suze. Ici, c'est un slide qui montre un tout petit peu l'évolution des réflexions. Je fais assez vite sur ça, c'est probablement pas le centre de votre intérêt. Donc, on a eu un périmètre au début, les 20 000 mètres carrés, c'était ce périmètre qui était né de cette procédure de planification que je viens de vous montrer. Ces 20 000 mètres carrés, on a commencé à planifier, on a travaillé avec le bureau de paysagistes qui était dans l'équipe lauréate du concours en mandat d'études parallèle de 2008. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, ah ouais, mais attendez, si on fait déjà ici, on devrait aussi intégrer l'île du Moulin. Donc, on a intégré l'île du Moulin. Donc, vous voyez que le périmètre s'allonge. Et puis ensuite, dans un échange avec des instances cantonales qui étaient intéressées à une revalorisation de la Suze elle-même, on s'est rendu compte qu'on arrivait à trouver des financements pour pouvoir étendre le périmètre au sud de la Suze et intégrer l'entier de la Suze elle-même, du cours d'eau lui-même, pour pouvoir créer une nette revalorisation et renaturation de ce cours d'eau, entièrement canalisé initialement, et puis avoir un projet beaucoup plus global, beaucoup plus intégré, et qu'en fait, avec l'aide des instances cantonales qui étaient aussi finançables. Et voici le concept. Donc, le concept, c'est un parc, vous le voyez, qui s'étend, qui est très en longueur, qui s'étend entre le bâtiment Swatch, ici, ce bâtiment arrondi, et puis l'ancienne île du Moulin, avec une seule île et non plus plusieurs, comme c'était initialement prévu, ceci pour des raisons de protection contre les crues. Donc, on doit garantir qu'on n'a pas de hautes eaux qui puissent passer par-dessus l'île de la Suze. Et donc, on a ce canal qui est au nord, qui existait dans sa première partie à l'est, qui a été prolongé vers l'ouest et qui est, disons, entièrement, on peut le fermer intégralement en cas de crue pour qu'il soit complètement protégé, lui, des hautes eaux. Et ça, c'était un facteur important dans tout le projet, la protection contre les crues. C'est un thème qui nous accompagne toujours dans les projets de développement à Bienne. Et en fait, voilà, cette protection contre les crues, elle est assurée au niveau de l'île elle-même par sa forme. Je vous le montre encore après. Et on a cette île qui naît, en fait, avec la prolongation du canal qui existait déjà. L'idée du parc, en fait, pour rompre ou bien pour utiliser cette longueur qu'il a de manière si intéressante que possible, les paysagistes ont choisi de le subdiviser en 3 espaces paysagers. On a l'espace le plus à l'ouest, où vous voyez qu'on a des rives plus plates. Ici, c'est l'idée d'avoir une zone dans laquelle, qui est plutôt dédiée à la détente, au délassement ou au prélassement plutôt, où on a une buvette, où on a des bancs, chaises longues, on a une pelouse où on peut facilement se coucher pour lire un livre, quelque chose comme ça. Donc, c'est un lieu qui est destiné à s'y arrêter, à y flâner un peu. Ensuite, on a la partie centrale, beaucoup plus arborisée, et qui est en fond beaucoup plus étroite également, et qui, elle, est plutôt en fait un espace où on transite, on va simplement passer d'un côté à l'autre dans un paysage très agréable. Si on promène son chien, on peut se promener là le long, et puis là, c'est une balade qui reste très, très intéressante. C'est de toute façon, on voit encore après un chemin très pratiqué pour la mobilité douce pour aller vers le centre-ville. Et puis, plus à l'est, on a cette ancienne île du Moulin qui garde sa vocation de place de jeu.
et qui garde aussi, enfin, qui reçoit une grande pelouse qui est, elle, utilisable pour faire des petites manifestations, ou bien aussi pour jouer au frisbee ou pour des choses comme ça. Donc, une zone plus active, plus dédiée au jeu, peut-être aussi un peu plus bruyante avec plus d'enfants, mais une autre atmosphère. Ça, c'est le premier point. Donc, comment on a pu jouer avec cette idée de paysagère. Et puis, au niveau de l'écologie, un choix d'arborisation avec, si possible, des plantes partout. C'était possible des plantes, des arbres indigènes. Quelques endroits où on a beaucoup de chaleur. On a dû travailler avec quelques arbres qui ne sont pas complètement indigènes, mais qui sont quand même tout à fait en accord avec le concept global. Dans tout le périmètre entre le chemin principal et la Suze, on n'a que des espèces indigènes qui sont compatibles aussi avec la revalorisation de la Suze elle-même. Ici, vous voyez un plan. Donc, c'est un projet qui joue beaucoup avec la question des eaux. Ici, c'est la même île de la Suze, mais avec une période de hautes eaux. Et on voit quand il y a un maximum d'eau dans notre Suze qu'en fond, le niveau de l'eau peut monter jusque très proche du chemin principal qui, lui, forme en fait la nouvelle crête de rive du parc. Et puis, de là, à partir de là, on a tout ce qui est derrière cette nouvelle crête de protection contre les crues, pardon, et un secteur entièrement protégé. Exactement. Et puis en fait, c'était un thème aussi intéressant au niveau paysager, en fait, d'avoir quelque chose qui n'est pas complètement statique, ni dans son périmètre, ni dans son expression, et avec lequel on peut jouer en fonction de la météo et de la saison. Ici, vous avez le réseau de cheminement. Donc, il y a vraiment une réflexion pour créer des cheminements qui invitent à la promenade, mais qui sont quand même suffisamment directs pour que les personnes utilisent le chemin et n'aillent pas chercher des raccourcis. Il y a un chemin principal, je disais avant, qui est plus large, et puis des petits chemins secondaires qui amènent vers les bords de la Suze ou vers vers une buvette, vers une place de jeu, pour pouvoir plus profiter de l'espace à disposition et s'y prélasser que pour pouvoir transiter. Si je voulais vous montrer encore qu'en rouge, en fait, vous avez tout le chemin de rive qui, à l'époque, n'existait pas. En vert, c'est les endroits où on pouvait déjà, en 2015, je dis maintenant, se promener le long de la Suze directement, à pied ou à vélo. En jaune, c'est les espaces qui sont peut-être un petit peu moins attractifs comme ils sont aménagés, mais sur lesquels il est possible de le faire. Et puis en rouge, c'était vraiment une lacune dans notre réseau, un endroit où on n'avait aucune possibilité de transiter à pied ou à vélo. Et ce projet, donc, il était aussi très largement soutenu à tous les niveaux en tant que projet en faveur de la mobilité douce, puisqu'en fait, il permettait non seulement de créer un espace de détente de proximité, mais aussi de créer un nouveau chemin public pour les vélos et les piétons le long de la Suze. Et c'est vraiment un espace complètement protégé de la voiture. On peut qu'on peut emprunter quel que soit son niveau comme cycliste ou comme promeneur ou comme coureur. Il y a beaucoup de joggeurs aussi. Et si vous voyez le prolongement ici sur cette image aussi, je parlais avant, le long de l'Air Oméga. Donc, on a pu poursuivre ensuite ce chemin jusqu'aux écluses, jusqu'au bout du rouge, en fait, pour pouvoir réellement fermer cette lacune du réseau de mobilité douce. Je vous passe l'archéologie. C'est peut-être moins votre thème fétiche. Et j'aimerais, avant de passer aux questions, vous permettre une petite visite sur l'île par photo interposée. Mais ce n'est pas seulement une visite à travers l'île, c'est aussi une visite à travers les différentes phases de travail dans cette île pour que vous puissiez un peu voir avant-après. Ici, une photo 2005, je pense, comme ça. Vous voyez un tout petit peu les cheminements qui étaient possibles. Donc, toujours en haut à droite, vous avez toujours cette île du Moulin qui préexistait. Et puis, on voit qu'il y a un petit réseau de chemin sur cette île. Ensuite, on peut aller le long de ce qui était la crête de rive jusqu'au centre de tennis. Et après, c'est fini. Donc, ce n'est pas un secteur qui est perméable. Ce n'est pas un secteur qui invite réellement à aller se promener ou se délasser. Si je ne fais pas du foot ou si je ne vais pas jardiner là, je n'y rendais pas forcément. Ensuite, on a ce plan qu'on a développé, cette vision qu'il y avait. Et puis ici, une petite promenade sur la Suze au moment de la construction. Donc là, vous voyez la construction des chemins. Et puis aujourd'hui, enfin respectivement, juste après l'ouverture, ces chemins qui sont devenus les éléments de promenade du parc. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Il y a un peu plus de végétation. Enfin, aujourd'hui,
l'été passé, ça ressemblait un peu à ça. Aujourd'hui, on a encore un peu moins de feuilles. L'autre point important en termes de détente, de mobilité, c'est cette idée de promenade. Donc ici, on a une photo justement de 2005, plus ou moins ce chemin qui longeait sur une toute petite partie du périmètre la rive. Ici, c'est une photo où il n'y a pas trop de feuilles le long de la rive, où on a un contact encore avec l'eau, mais il faut voir que quand il y avait des feuilles, et puis un tout petit peu plus loin sur le chemin, en se promenant sur ce chemin de rive, on n'avait pratiquement pas de contact visuel avec l'eau. Comme l'eau, elle ne fait pas de bruit, à cet endroit-là, on avait aussi peu de contact, peu de ressenti de l'eau à cet endroit-là. Et l'idée vraiment de l'île, c'était de redonner, de retrouver ce contact et cette perception de l'eau. Ça, c'était la vision qui a été transmise en vue de la votation populaire pour le parc. Et après, encore une fois, ici, en travaux. Donc, c'était quand même des travaux massifs. Il y a eu beaucoup de... On a décalé, si on veut bien, on a décalé la ligne de protection des crues, donc le chemin de rive, si vous voulez bien, à l'intérieur des terres. Et on a joué avec ce chemin pour qu'il ondule dans le périmètre et qui crée avec ça des rives plus plates côté Suse. Et ici, vous voyez, ça demande passablement d'intervention aussi, de mouvement de terre, avec un soin pour ne pas avoir trop de déplacement de terre. Donc, il y a un bilan à peu près neutre, enfin neutre, en fait, pas à peu près, il est neutre, des déplacements de terre pour pouvoir utiliser des terres sur place directement et puis pas avoir des transports en camion, ni dans un sens ni dans l'autre. Néanmoins, un vrai remodelage du terrain qu'on ressent assez bien sur cette image, qui devient ensuite quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Si je reviens sur les rives, là, c'était les rives après le déboisement. Ça, c'était la phase un peu dure des travaux. La partie où on a déboisé, parce que ça faisait quand même pas mal d'arbres, et puis ça faisait un peu mal de voir tout ça qui partait. Mais d'un seul coup, ça nous permettait aussi de voir de quelle manière la Suse était canalisée et combien pouvait être intéressant le potentiel de renaturation qu'on avait en fait dans cette vision qu'on avait présentée tout au départ. Ici encore, dans la construction, avec justement des rives qui s'aplanissent, avec des éléments qu'on va mettre dans l'eau. On a travaillé pas seulement sur les rives, mais aussi beaucoup sur le fond du cours d'eau, pouvoir amener du mouvement et plus de vie dans le cours d'eau lui-même. Et puis aujourd'hui, au fond, la rive qui est plus plate, qui invite à la promenade. Ici, on est dans l'espace de délassement dont je parlais tout à l'heure, avec la buvette en arrière-plan, et puis qui permet à tout un chacun d'aller jusqu'à l'eau et de mettre les pieds dans l'eau. Ici, encore une photo. Quelques mots sur les plantations d'arbres. Bon, je le disais avant, il y avait quand même quelques arbres le long de la Suse, beaucoup de peupliers notamment. Un concept de reboisement, mais de par le modelage du terrain, il y avait évidemment beaucoup de pertes de masse d'arbres. On a essayé de maintenir ce qu'on pouvait, mais c'était finalement assez peu. Et on a essayé de transplanter ce qu'on pouvait. Quelques arbres ont pu être transplantés et remis ailleurs, qui valaient la peine, mais après, il y a eu énormément de plantations. Là, on le voit assez bien ici. Donc là, c'est planté très, très serré, de manière volontaire pour qu'ils poussent rapidement haut et qu'on garde une vue sous les arbres vers la Suse. On se promène. Ici, avec la végétation un peu plus tard. Voilà, encore une fois, la Suse, peut-être une vision davantage dans l'eau, avec des éléments qui vont être sous l'eau à la fin, donc pour la faune aquatique et les poissons, les canards, etc. Donc beaucoup d'éléments de protection pour les poissons, et puis après, pour pas qu'ils se fassent tous directement attrapés par nos hérons locaux. Et puis après, ici, quand c'est quasiment fini. Et puis encore pour presque terminer, une vision sur l'île du Moulin, j'en ai parlé plusieurs fois aujourd'hui, qui préexistait, mais qui était plus en un très bon état. On devine un peu la place de jeu. C'était devenu un endroit où les gens n'aimaient plus trop se promener, et c'était devenu un peu un endroit où on avait plus une forme d'insécurité, un sentiment d'insécurité, que vraiment l'envie d'aller se promener avec ses enfants. Et puis ce lieu a été complètement revisité, et puis aujourd'hui on trouve cette grande prairie qui permet des jeux un peu plus de balles, mais aussi une place de jeu un peu comme on les connaît aujourd'hui, assez moderne. Là, on la voit en construction, là on la voit en utilisation, qui plaît beaucoup apparemment, et qui s'adresse non seulement aux habitants du quartier, mais je crois de toute la ville. Et je trouvais extrêmement intéressant, et ça me fait encore toujours aujourd'hui plaisir de voir le nombre de personnes qui s'y promènent. Et puis quand on a commencé à
a fait que ce parc, en fait, dès le début, au milieu des travaux, le problème qui nous accompagnait aussi tout le long des travaux, c'était de garder les gens en dehors du parc. Parce que dès qu'il a commencé à prendre un minimum forme, on n'arrivait pratiquement plus à avoir des barrières où les gens y respectaient. Et le jour où on a monté la place de jeu, c'était fini, c'était impossible. Après, on a dû ouvrir rapidement pour pouvoir gérer ça parce que c'était impossible de garder les gens dehors, ce qui montrait aussi le besoin des habitants du quartier d'avoir ça et l'intérêt pour ce parc qui fonctionne, je trouve, très bien. Voilà, je vous propose que je m'arrête là et puis comme ça, on a un peu de temps pour des questions.